Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il était hors de question que moi il me touche. Pourtant, en 2015, alors que je m'y attendais pas, il s'est acharné comme un chien enragé sur mon fessier. Didier. Dans la rue, impossible de trouver une décoration de Noël. Nous, on ne comprend pas qu'il y a un choix des mairies de vouloir supprimer cette fête de fin d'année. D'habitude, on a les yeux en l'air, il y a des sapins partout, il y avait des guirlandes. Saviez-vous qu'il existe un lien entre les nazis et nos chers marchés de Noël? Alors, Ausweis papier, s'il vous plaît. C'est dans les années 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. J'ai dit Ausweis! Oh, oh, oh! Oui, c'est un 11 décembre un peu tout fou que nous célébrons aujourd'hui. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes Perico Légas, accompagné, soutenu, stimulé par cette chère Maude Koffler qui est à mes côtés. Notre ami Julien Delmas va veiller à ce que tout soit techniquement au top. Et Emmanuel Galasso attend avec impatience vos appels chauds et passionnés parce que vous allez être inévitablement, j'allais dire, attiré par le contenu de l'émission pour intervenir. Voilà. Alors, vous savez que 15% des emplois en France sont portés aujourd'hui par des entreprises étrangères. Mais oui, et voilà. 15%, c'est pas rien. Nous recevons Christian Auboineau, président des EDA. On va voir avec lui. Alors, combien ça rapporte? Est-ce que ça rapporte vraiment à la France? Qu'est-ce qu'elles attendent? Pourquoi sont-elles là? Est-ce que c'est l'attractivité? Est-ce qu'il y a derrière peut-être d'autres enjeux économiques? Mais enfin, en tout cas, 15% des emplois, ce n'est pas rien. Eureka, l'Union européenne découvre enfin qu'elle a des frontières. Alors, c'est peut-être des passoires, mais enfin, il y a quand même des frontières. Et le Parlement européen a décidé de durcir, et la Commission aussi, de durcir les conditions d'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Voilà, on essaiera d'en savoir un petit peu plus avec le député européen du Rassemblement national, Fabrice Leggeri. Bon, l'agriculture, toujours fin de l'année, au moment où on arrive le foie gras, est frappée par des épidémies. Alors, la dermatose, la grippe aviaire qui revient dans les élevages de volailles, le Mercosur qui s'annonce, l'exode rural, le prix du foncier. Qui veut la peau de notre agriculture, ras-le-bol, parce que ça fait tellement d'années qu'on se bat et qu'on soulève ce débat. Nous en discuterons avec une sénatrice passionnée, Frédérique Espagnac, sénatrice du Béarn et du Pays Basque, je veux dire les Pyrénées-Atlantiques. On saura tout, on verra tout avec elle. Vous l'entendiez tout à l'heure, France Info révélerait que les marchés Noël seraient d'obédience nationale socialiste nazie. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Gare aux emballages de Noël. Il y a de l'arnaque toujours, on en profite, voilà. Que ce soit les producteurs ou les importateurs, attention aux étiquettes, au contenu, au nombre, au poids, au volume, à la traçabilité surtout. Voilà, je découvre, on décryptera tout ça. Maude Koffler nous racontera l'histoire de cet électricien qui est passionné par la déco Noël. Normalement, l'électricien, il aime les guirlandes, il aime que ça scintille, il aime que ça pétille. Alors, il est allé un petit peu trop loin dans la déco de sa maison, et donc il y a le maire qui était venu, voilà, qui est venu presque en expédition positive pour lui dire qu'il pouvait pas continuer comme ça. On va voir le petit, décidément, entre les crèches et les décos Noël, normalement c'est source d'amitié, de partage, et là c'est source de tension. Et puis on aura la petite anecdote de cet animateur de télévision qui a mordu les fesses de sa collaboratrice. Mais c'est vrai que l'émission s'appelait Tout cul tendu mérite son dû. Mais enfin, est-ce une raison pour mordre les fesses de sa collaboratrice? Nous le verrons. Voilà le menu du jour, plutôt épicé, plutôt genre pas d'épices, avec un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, et on vous retrouve tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, évidemment, consternation, pas drôle du tout, coïncide avec l'arrivée dans le studio de Christian Auboineau qui représente les entreprises étrangères en France. Nous venons d'apprendre, ça défraye les unes, la liquidation, la mise en liquidation de cette institution de l'électroménager français qui est Brandt. Les plus anciens se souviendront de cette pub. Vous avez deux amis qui discutent et l'un demande à l'autre elle a quoi t'as quoi comme machine à laver chez toi? Et le copain répond, mais je sais pas, ma femme ne m'en parle jamais. Il appelle sa femme au téléphone, il n'y a pas de portable à l'époque. Il fait, vous savez, avec le combiné. Et il raccroche et dit, une Brandt. Sous-entendu, ma femme ne m'en parle jamais. Brandt, qualité exceptionnelle.
ça tombe jamais en panne, c'est du matériel français. Eh bien Brandt, vraiment, en plus Brandt, on a eu des machines à laver, on a eu du petit électroménager, on a eu enfin des machines à café, même si c'est un nom Brandt d'origine de l'Est, alsacienne ou germanique, c'était une entreprise vraiment française, basée dans le Loiret, en difficulté depuis plusieurs années, mise en dépôt de bilan depuis en redressement judiciaire depuis octobre. Tout le monde s'est battu. Le conseil régional, les élus, les parlementaires locaux, jusqu'au gouvernement, pour essayer de sauver. Donc on avait trouvé la solution d'une SCOP, c'est une forme de coopérative qui aurait au moins sauvé la moitié, les 300 ou 350 emplois sur les 700. Et là, le tribunal administratif d'Orléans vient, au vu des éléments qu'elle a pu apprécier, juger que ce n'était pas suffisant, et procède donc à la liquidation de ce patrimoine, de ce fleuron de l'électroménager. Alors je vais quand même pousser un coup de gueule, parce que, alors tout le monde s'y est mis, je reproche pas aux élus locaux qui sont sur le terrain depuis toujours et qui se sont mobilisés dans la limite des pouvoirs de ce que une collectivité territoriale peut apporter dans ce débat et dans cette controverse. C'est pas eux qui ont la caisse. Le problème, c'est la clientèle. Il faut vendre des produits. C'est le fait que la classe politique, nos gouvernants, alors quand je vois le ministre Roland Lescure s'indigner en disant s'inquiéter, les gouvernements de la République, nous avions une idée formidable qui s'appelle l'Union européenne, le marché commun, traité de Rome en 1956, avec la préférence communautaire qui était censée préserver nos échanges. J'allais dire, le marché commun, c'était de mettre en commun nos richesses, de les échanger, d'avoir une activité commerciale dans le cadre de l'Union européenne et de nous protéger. L'Union européenne, le marché commun, c'est une forme de protectionnisme non dit contre une concurrence déloyale qui venait de l'étranger. Et puis, en 1986, l'excellent Jacques Delors, que l'on béatifie, dans la social-démocratie rayonnante, décide que on va procéder à l'acte unique européen. On va ouvrir le marché européen au marché mondial, à la concurrence internationale, se disant, bon, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, comme avait dit Jacques Chirac, quand on était passé des 16 aux 28 États européens. On va ouvrir le marché, et puis ça s'alignera, on fera rentrer des richesses, on en produira dans le pays, dans l'Union européenne et dans le pays, et tout se finira très bien. Tout a été absolument catastrophique, les bilans sont tragiques, c'est une éradication économique, cette ouverture, cet acte unique est une calamité européenne et continentale, et aujourd'hui nous avons des entreprises françaises qui ne demandaient qu'à travailler, qui étaient performantes, qui créent des emplois, qui créent des richesses, qui sont confrontées à une concurrence déloyale d'entreprises qui importent, la grande distribution qui importe de l'Asie, du Sud-Est ou de Chine, des produits qui sont fabriqués dans des conditions indignes, qui correspondent pas à nos normes, qui correspondent pas à nos lois, qui sont interdites de fabrication, et j'allais dire de production sur le territoire européen et français. Ces produits peuvent rentrer depuis des décennies impunément, ils ont des marchés, en plus ils sont moins chers évidemment, c'est pour ça qu'on les fait venir. Les consommateurs se dirigent en priorité au nom du pouvoir d'achat, parce que la classe politique ne cesse de dire surtout acheter le moins cher. La conséquence de ça, c'est qu'on a une entreprise comme Brandt qui était vraiment quelque chose d'exemplaire, dont on pouvait être fier, qui faisait travailler du monde avec des produits qui étaient la gloire de la France. Elle a mis la clé sous la porte à cause, je ne sais pas si ce sont des salauds ou des cons qui nous ont gouvernés, mais ceux en plus on les a prévenus, ils le savent que la conséquence allait en arriver là. Brandt est un symbole, c'est une tragédie, on est comme, je vais pas faire de point Gaulois de comparaison, mais c'est une défaite historique de l'économie française, de la politique française, de la France, c'est une honte, ça c'est très grave. Et là, si on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, je pense que pour la prochaine élection présidentielle, puisque les campagnes électorales vont commencer, qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps et que toute la société française, toute la classe politique, nos élus, nos gouvernants, aient le courage de prendre les mesures suffisantes et nécessaires pour que jamais une affaire comme Brandt ne se reproduise. C'est la honte de la République. Des entreprises françaises qui ferment et des entrepreneurs étrangers qui s'installent en France. On en parle dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler en direct sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Malgré la crise, la France continue d'attirer les entrepreneurs étrangers, tandis que de nombreux entrepreneurs français semblent plutôt choisir la délocalisation à l'étranger. Quelles sont les conséquences de ce chassé-croisé pour l'économie française? On en parle avec le directeur général de DZA, Christian Aubouano. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christian Aubouano. Bon, bonjour. Je me suis calmé. Je vous avais entendu ma colère tout à l'heure sur Brandt. Votre présence coïncide avec cette mauvaise actualité. Et vous êtes là justement pour représenter les entreprises étrangères qui font du bien ou qui sont censées faire du bien à la France. C'est pas systématique. Je disais donc vous pesez 15% des emplois en France et ce sont les entreprises étrangères qui les portent.
Combien d'entreprises étrangères en France? Enfin, d'abord celles que vous représentez et aux totalités. Au total, on peut considérer qu'il y a à peu près 18 000 à 20 000 entités qui sont à capitaux étrangers qui est sur le sol français. Et nous, notre communauté regroupe 80% des plus grands groupes mondiaux. Donc c'est vraiment ceux qui ont un impact fort sur le territoire avec des implantations industrielles fortes. On a 65% de personnes chez nous, enfin d'entreprises chez nous, qui sont des entreprises avec des usines, donc qui sont très présents dans les territoires, aussi des territoires dans les villes moyennes, parce que c'est là où aujourd'hui on industrialise le plus, quand on industrialise. Alors il y a quelques petites entreprises qui ne sont pas représentées parce qu'elles sont juste, qui ne sont pas associées à votre... Oui, parce qu'il y a pas mal de groupes étrangers qui sont présents en France, qui ouvrent une représentation pour diffuser des produits et qui n'ont pas de bureau, de siège. Il y a toujours un siège, mais qui n'ont pas forcément une usine. Et donc nous, on privilégie quand même les entreprises étrangères qui ont un très fort impact sur l'activité et l'économie du site France. Ça représente combien d'investissements, Christian Aubrenou? Au total? Oui. Au total d'investissement de toutes les entreprises étrangères. Non, je peux vous donner des chiffres importants. C'est à peu près... Les entreprises étrangères représentent 0,8% de toutes les entreprises françaises et elles réalisent, si on peut donner un chiffre... 0,8% de quoi? Si on prend toutes les entreprises en France... Du nombre d'entreprises. D'accord, oui. Les entreprises étrangères, c'est juste 0,8%. Ça, c'est les chiffres. Donc 0,8% supporte 15% des emplois. Plus, parce que si on donne plus précisément les chiffres, c'est 15% d'emplois directs et il y a ensuite les emplois indirects. Et donc, en gros, ça fait 27% des emplois directs et indirects en France. 0,8%, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il y a des pays où ça doit être bien supérieur, peut-être. Oui, par exemple, un pays comme les Pays-Bas, c'est une majorité parce que c'est effectivement la structure du pays. Oui, c'est vrai que c'est une forte présence dans le territoire français. En plus, leader en termes d'investissement en Europe depuis maintenant 6 ans. Donc oui, on peut dire qu'il y a une particularité avec la France et une volonté d'attirer des entreprises étrangères qui sont bénéfiques pour le territoire. Elles le sont pas toujours, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des accidents économiques et on en a connu. Les entreprises étrangères comme les entreprises françaises ont des devoirs et donc, mais elles ont fortement impacté le développement de la France. Il y a des champions et ça nous aide fortement dans notre présence mondiale au niveau économique. Pourtant, il est important que vous vous rassembliez pour peser un peu plus ou pour pouvoir avoir des rapports plus, j'allais dire, plus clairs avec les pouvoirs publics français. Oui, parce que paradoxalement, les marques sont très connues, mais si on prend des filiales, c'est 2000, 3000, 4000 personnes, etc. Donc c'est des petites entités par rapport à des très grands groupes français où on est 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 sur le territoire. Pouvez-vous me citer une entreprise étrangère emblématique que l'on connaît tous sans savoir où... Coca-Cola. Coca-Cola, ils ont même fait un calcul qu'ils avaient un impact de 0,2 ou 3% dans le PIB depuis qu'ils existent en France. Donc c'est des marques très connues. Si on prend et McDonald's aussi. McDonald's aussi, qui joue un rôle important. Coca, c'est sur la betterave, par exemple, toute la filière betterave, le sucre, 100% du sucre de Coca est pris en France. Si on prend McDo, il y a vraiment une volonté Alors, là, je m'adresse à un spécialiste. Vous allez me contrarier parce que pour moi, c'est de la malbouffe, mais vous me dites oui, mais sauf que ça crée des emplois et ça fait travailler l'économie. Et ça soutient l'agriculture, véritablement. Si on prend la moutarde, alors Maille, peut-être que c'est pas la meilleure des moutardes, mais c'est une moutarde qui a permis d'avoir une vraie filière de graines à moutarde en France. Je vous réinviterai pour en débattre parce qu'il y a des entreprises françaises et le cornichon vient des Indes, vous voyez, donc on est d'accord. Que penser, de l'autre côté, j'allais dire, de la berge, des entreprises françaises à capitaux étrangers majoritaires? Est-ce qu'elles sont vraiment françaises? Est-ce que ça fait du bien? Alors vous me dites, c'est pas mon problème, mais ça existe aussi. Pour moi, une entreprise qui a prenons un exemple, si on prend une entreprise comme Airbus, on peut considérer que c'est une entreprise étrangère, mais c'est un consortium international. Voilà. Mais vous voyez, on a un cercle de dirigeants à Marseille et Airbus Hélicoptère fait partie de ce cercle, donc ça montre bien que après la question, c'est ce qui est important pour eux, c'est de se retrouver et de pouvoir discuter et de pouvoir faire progresser leurs investissements, et c'est vraiment ça l'objectif de ces rencontres. Bon, en tout cas, qu'on organise. Vous ne représentez pas Shein et c'est pas votre tasse de thé. Non, on est très vigilants. Mais on a vraiment une volonté de ne faire entrer dans cette communauté que des entreprises qui ont vraiment un poids important économique et qui, bien sûr, respectent un certain nombre
nombre de règles fiscales et autres qui sont importantes pour nous tous, parce qu'effectivement, on se doit d'être exemplaire. Et je pense que, vous écoutant tout à l'heure, je pensais à quelque chose, si je puis me permettre. Je vous en prie. C'est vrai que Brand, c'est très triste, mais je me dis, imaginons qu'on est une équipe de foot. Et donc, il y a besoin de champions. Et donc, parfois, sans champions, si depuis l'arrêt Bosman, on a des équipes qui sont que nationales. Auxerre a été championne au niveau européen, mais c'est très rare. Aujourd'hui, on a besoin de champions internationaux. Je sais bien, mais quand on va chez Darty, on aimerait bien trouver du matériel français. On est d'accord, mais voilà, je voulais vous donner ce point de vue-là. Alors, Christian Boineau, le leitmotiv de cette station de Sud Radio, c'est parlons vrai. Oui. Bon, je vais vous poser une question. Parle vrai, hein. Ah, bah, attendez, je vous ai pas posé la question sur laquelle je vais vous demander de me répondre la stricte vérité en votre âme et conscience. Mon âme et conscience. Les entreprises françaises qui sont en France, les entreprises étrangères. Les entreprises étrangères, vous voyez, entreprises étrangères qui sont en France, elles viennent. Alors vous allez me dire, ça peut dépendre. Est-ce qu'elles viennent vraiment pour l'attractivité de la France, la productivité? La France a quand même des qualités économiques reconnues. Ou est-ce que certaines viennent, j'allais dire, pour faire simplement du fric facile et voir profiter des subventions, des aides que la République française donne à des entreprises? Et puis, vous voyez, on reste quelque temps, et puis après, on reste, et puis on repart avec le savoir-faire et les brevets. Et puis on a pris vous voyez, je pense à ArcelorMittal, bien, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose Arcelor est toujours présent. Oui, mais enfin bon, ils n'ont pas prévu de partir. Non, mais enfin, on se doute que il peut le faire du jour au lendemain. Voilà. On pourra en parler parce que c'est un sujet compliqué, parce qu'il y a le sujet de la décarbonation qui coûte très cher, mais oui. Et quand Emmanuel Macron va dans le Nord et dit aux ouvriers de Whirlpool, ça va en Pologne, mais moi je peux rien faire pour vous. Là, voilà. Est-ce que les entreprises étrangères en France, elles viennent parce que la France est un objectif positif? On va être vraiment très clair là-dessus. C'est clair qu'on est dans un marché qui est mondialisé. Hein. Ça, c'est clair depuis on va dire une quarantaine d'années, hein, depuis la chute du mur de Berlin, l'arrivée de la Chine dans le libre-échange. Mais c'est vrai que le choix d'un pays, il se fait en fonction d'un certain nombre de critères. Quand je parlais de champions, ils choisissent des équipes qui gagnent. Et la France est un pays qui gagne. C'est ça qui est important. Encore, qui gagne encore, parce qu'elle a des atouts. Elle a des atouts incroyables. Non, parce que la classe politique vous dit, il y a des gens de droite qui disent c'est un pays socialiste, un pays communiste, il y a une entrave. Ça, c'est de la politique. Oui, d'accord. Ça, c'est de la politique. Vous m'avez demandé à parler vrai. Oui. La France est un pays qui a des atouts incroyables. Elle est bien formée, on a des talents, on est un marché, alors là, c'est les hasards de la vie, c'est qu'on est au milieu de l'Europe avec un marché très puissant, très porteur, donc c'est un marché très intéressant. C'est en gros, si on veut aller vite, une entreprise étrangère qui veut s'implanter en Europe, par exemple, si elle n'est pas en Europe, elle ne peut pas ne pas aller en France. Donc la France a des atouts, on a des infrastructures qui sont formidables, qui fonctionnent. On a un art de vivre. Bon, ça, je dirais que c'est pas anecdotique, mais c'est très important quand même. Ça compte beaucoup. Donc, on a beaucoup d'atouts qui font que la France, on choisit beaucoup la France pour ses atouts. Après, il y a des critères qui sont des critères, je dirais, plus économiques. La fiscalité joue un rôle très important, évidemment, entre l'Espagne, l'Italie, etc. et la France. Il y a une concurrence. Voilà. Le coût du travail aussi joue un rôle. En ce moment, par exemple, l'Espagne a le vent en poupe, mais c'est parce qu'ils ont un coût du travail qui est moins élevé que le nôtre. Mais je dirais que quand même, globalement, vous disiez, ils viennent, ils repartent. Quand une entreprise étrangère arrive en France, Novo Nordisk, quand ils s'installent à Chartres, ils vont s'installer pour 20, 30, 40 ans. Coca, quand ils sont à Signes, à côté de Marseille, ils sont là depuis 40 ans. Donc il y a des entreprises étrangères quand on prend des usines, voilà, vraiment, si on devait avoir un critère, le top du top pour des entreprises étrangères, c'est une entreprise qui arrive avec des usines, parce que là, on est sûr qu'elle va créer de l'emploi, créer de la richesse, créer de la croissance, et qu'elle va rester là un bon bout de temps. Christian Boineau, vous êtes le Père Noël aujourd'hui, dans ce marasme économique et des débats politiques très violents. Voilà, on sait qu'il y a des étrangers qui aiment la France et qui viennent y investir. On aura l'occasion de se revoir, Christian Boineau, j'aurai bonheur à vous rappeler. Merci d'être venu en tout cas aujourd'hui. France Info épinglé pour avoir associé Noël au nazisme, ou encore la recherche qui avance pour lutter contre la maladie de Charcot. Ce sont deux sujets parmi tant d'autres qui vous feront certainement réagir dans un instant. 0826 300 300 pour nous appeler en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Rico, pardon, on parle en off. C'est le moment, chers auditeurs, de remporter le cadeau de Noël quotidien. Enfin, pas quotidien d'ailleurs, il y en a plusieurs à remporter, je crois, toute la journée. Dans chaque émission. Non, voilà. mais là, non, on parle de la France de tous ces États. C'est nous. Vous avez le cadeau entre vos mains. C'est le meilleur cadeau, c'est le nôtre. Allez-y, Rico. Alors, ma chère Maud, chers auditeurs,
Eh bien, le cadeau d'aujourd'hui, c'est un Air Fryer Crispy de la marque Ninja. Le Air Fryer Crispy Ninja cuisine sainement pour toute la famille avec sa conception en verre. Cuisinez et surveillez vos cuissons en un clin d'œil tout en limitant la vaisselle grâce aux récipients empilables. Et pour cela, vous faites sapin par SMS au 720 18 72018 avec le mot sapin et vous gagnerez le Air Fryer Crispy pour cuisiner avec toute la famille. Résultat tout à l'heure, on verra qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Gérard Jugnot, les nazis ont-ils créé les marchés de Noël? Cette question, c'est France Info qui vous la pose. Alors, créé pas vraiment. La vidéo diffusée sur le site de France Info précise bien qu'effectivement c'est une tradition germanique de l'Allemagne médiévale. C'est les foires, c'est les marchés. C'est vrai sur toute l'Europe, mais c'est vrai que c'était particulièrement récurrent, traditionnel en Allemagne. Et cette vidéo explique que les nazis en arrivant au pouvoir en 1933 ont réhabilité cette tradition, le généralisant, l'accompagnant, parce qu'ils considéraient qu'il y avait une nécessité économique, sociale, c'était la remise en valeur de certaines traditions, de certaines cultures germaniques, et il est même dit, la vidéo précise, que Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande du Troisième Reich, inaugure le marché de Noël de Berlin en 1934. 30 que les marchés de Noël reviennent en force. Avec la dictature nazie, Noël devient une fête nationaliste. Les marchés de Noël permettent de promouvoir l'héritage allemand. En 1934, celui de Berlin rouvre. Il est inauguré par Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. Et bien voilà, les choses sont dites. Et puis, la vidéo continue à dire, bon, effectivement, la guerre s'arrête. Pour autant, l'Allemagne continue à perpétuer cette tradition du marché de Noël qui avait été réhabilité par les nazis et qui perdure, jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se demande comment il faut interpréter. La polémique a été soulevée, il y a un débat assez violent, la vidéo a été retirée. Ouais. Comment faut-il interpréter aujourd'hui cette allusion? C'est-à-dire que nous perpétuons ceux qui pratiquent toujours le marché de Noël, ces communes, ces villages, ces villes sont toujours dans la continuité d'une pratique nazie. C'est très inquiétant. Je veux dire, c'est le genre d'insinuation où il aurait pu juste dire tout simplement, oui, pendant l'Allemagne nazie, il y a eu aussi les marchés de Noël qui étaient là. Mais dire on perdure cette tradition, c'est très inquiétant. Mais parce que si on va par là et qu'il faut se méfier de tout ce que le Troisième Reich a mis en place, à ce moment-là, mes chers amis, ne prenez plus l'autoroute en Allemagne parce que c'est Hitler, lui personnellement, qui a décidé de faire le premier réseau autoroutier qui était pour transporter les troupes de la Wehrmacht. Donc, mais les autoroutes sont aujourd'hui d'origine nazie. Et si on pousse le scrupule historique jusqu'à la France, n'oublions pas que le régime de Vichy est à l'origine de la médecine du travail, de l'accouchement sous X, du comité d'entreprise, du salaire minimum, de l'ordre des médecins, des licences de débit de boissons et surtout, le régime de Vichy a instauré la fête des mères parce qu'il fallait la natalité, fallait glorifier la famille. Rend-on pour autant hommage au maréchal Pétain chaque fois qu'on fait un cadeau à sa maman le jour de la fête des mères? Et bien aujourd'hui, on se pose la question. Allons savoir. J'ajoute juste une chose, Delphine Ernotte, qui était auditionnée par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, a été interrogée sur ce sujet. Et pour sa défense, elle précise juste que l'Arcom n'a rien dit, donc que tout va bien. Et puis, petite parenthèse, c'est quand même pas le timing idéal pour nazifier les marchés de Noël. On rappelle quand même que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, a déclaré que les marchés allaient être surprotégés cette année. Puis franchement, comparer le marché de Noël des Tuileries, par exemple, aux nazis, quand on sait qu'on mange des kebabs de Noël aux Tuileries... Surtout les marchés de Noël, et on peut le dénoncer, c'est l'importation massive de produits, de biens de consommation ça n'a plus rien dégueulasses qui viennent du monde entier. C'est pas des marchés xénophobes, c'est pas des marchés racistes, et ça fait venir des produits de partout. Donc là, je voudrais bien être critique à les marchés de Noël. On le fera. Voilà, mais pas sur le fait que ça a été réhabilité par les nazis.
Noël, ce sont aussi les promos, les emballages attirants et parfois aussi les arnaques, Perico. Ben oui, tous les ans, ça revient comme le serpent de mer. On imagine bien que le marché profite de cette grande période de consommation que sont les fêtes de fin d'année pour envoyer sur le marché, sur les rayons de la grande distribution, tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on y trouve des choses excellentes à des prix raisonnables, mais méfiez-vous, soyez très méfiants. L'association Foodwatch a passé au crible tous les produits de Noël et bien sûr, même si, alors ça s'est amélioré, vous voyez, le fait d'être vigilant, de le dénoncer dans les médias, qu'il y ait des associations de consommateurs qui regardent, et puis la DGCCRF qui fait aussi son travail, même si elle manque d'effectifs, et ben malgré tout, il y a une vigilance, il y a une baisse. Pour autant, continuez à être vigilant sur les étiquettes, surtout les problèmes de traçabilité. Je rappelle qu'il y a une norme européenne qui est absolument scandaleuse. Tout produit provenant de l'extérieur de l'Union européenne, pour peu qu'il ait subi une transformation sur le sol, sur un pays européen, que ce soit une cuisson, un assaisonnement, de mettre du sel, même un conditionnement, prend immédiatement la valeur UE, Union européenne. C'est ce qui s'était passé avec les lasagnes au cheval roumain qui a été aidé pour lasagne de bœuf. Donc la traçabilité, l'Union européenne interdisant de préciser d'où viennent les produits laitiers ou carnés qui entrent dans les produits transformés, vérifiez bien d'où ça vient et sachez que vous avez le risque de vous faire refiler une volaille ou un plat cuisiné de Noël avec un produit qui n'est pas européen, même si c'est marqué dessus, qui n'est pas français. Voilà. Attention au conditionnement. Vous avez souvent des gros emballages et puis quand on dépiote et qu'on ouvre le paquet, ben finalement il en reste la moitié parce que le volume et puis le nombre de contenants. Le prix au kilo, tout oui, ça. Le prix au kilo, le rapport poids-prix. Et puis dans la boîte, si le nombre n'est pas indiqué de chocolat, que vous pensez qu'il y en a 24, vous vous en trouvez avec 12. Ensuite, ben vous pouvez plus partager. Après, vous êtes obligé de tout garder pour vous. Ben oui, parce qu'il n'y a pas la part de la famille et des enfants. Donc voilà. Donc vigilance du consommateur permanente et surtout n'hésitez pas à nous signaler. Il y a des organismes pour ça. Voilà. Mais appelez-nous 0826 300 300 jusqu'au 31 décembre pour nous signaler que vous avez été victime d'arnaque ou que vous n'êtes pas content du produit que vous avez acheté pour Noël. Alors, Noël, ce n'est pas qu'une source de bonheur, ma chère Maud. Hein, et nous aussi, on a fait des décorations de Noël ici. Et oui, il y en a quelques-unes. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour, on arrive, vous et moi, une petite animation. Mais ça arrive. Voilà. Et alors, il y a eu un conflit, paraît-il, sur une déco de Noël ? Oui, et là, elle est très très loin, la magie de Noël. Ça se passe à Noailles, dans l'Oise, à l'entrée de la commune où Patrick, électricien, a décidé de mettre le paquet pour décorer l'extérieur de sa maison. Un Père Noël gonflable, des guirlandes, des sapins, des lumières dans tous les sens. La totale, c'est l'attraction pour ses voisins qui viennent prendre leurs enfants en photo devant ce décor hors norme. Et pourtant, le maire, Benoît Biberon, lui a demandé de tout retirer sous peine de lui infliger une amende. Mais pourquoi tant de colère ? Eh bien, personne ne sait. Le maire n'a pas souhaité répondre, d'autant que la mairie a explicitement demandé à ses administrés d'illuminer leur maison pour faire prendre vie à la magie de Noël, peut-on lire sur leur page Facebook. Mais pas trop quand même, visiblement. Alors pour régler ses comptes diplomatiquement et démocratiquement, Patrick, l'électricien, a décidé de se porter candidat aux élections municipales de 2026. Il est en train de constituer sa liste et il serait donc le seul opposant au maire actuel. Alors autant vous dire qu'on va suivre ça de très très près. Ah dis donc, le Père Noël va régler ses comptes dans les urnes avec les boules, les guirlandes et les loupiottes. C'est extraordinaire comme histoire. Mais c'est vrai, ça doit être un peine à jouir quand même le maire. Alors je reconnais quelquefois, il y a des décos de Noël dans certaines communes quand vous passez, où vous avez des voisins. Il y a des choses. Par moment, non mais quand vous frappez et puis la place de la sonnerie c'est pom pom pom, c'est le Père Noël. Je comprends, voilà. Et puis après c'est pas la commune qui paye la facture électricité. Non, quoi. D'accord, mais enfin toute la nuit quand vous avez le voisin avec sa clignote, ça s'allume, ça c'est un jour nuit comme dans les visiteurs. Je comprends qu'il puisse y avoir lassitude. Enfin voilà. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul. Bacri. Une autre histoire cocasse, Perico, qu'on pourrait résumer à cet adage « tout cul tendu mérite son dû ». Alors c'est le nom de l'émission qu'animait Vincent Cerruti, « tout cul tendu mérite son dû ». C'est pas facile à prononcer, c'est une phrase très très riche. Alors du coup il est allé appliquer, il a passé de la théorie à la pratique et il a mordu les fesses de sa collaboratrice qui n'a pas du tout apprécié. Alors évidemment il est passé en justice, il a dit que c'était un jeu potache, il a exclu toute hypothèse de dérive sexuelle. Voilà, le parquet a quand même requis 6 mois de prison avec sursis bien entendu et 10 000 € d'amende. Ma chère Maud, je sais à quoi mentir, j'ai jamais voulu vous mordre les fesses, hein, soyez rassurés. Merci. Voilà, et les 10 000 €, je préfère qu'on les partage ensemble, qu'on aille à Acapulco, je sais pas, enfin les destinations. Et si vous voulez, comme il nous reste un tout petit peu de temps, on a le témoignage de la victime, du coup, de ce mordage. Avait pour l'habitude de mordre les fesses de toutes ses collaboratrices. Je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il était hors de question que moi il me touche. Pourtant, en 2015, alors que je m'y attendais pas, il s'est acharné comme un chien enragé sur mon fessier.
C'est bizarre, hein. Pas touche à la miche. Allez, c'est la devine. C'est vraiment horrible. Ça, c'est comme ça. Hein. Bon, vous restez bien avec nous, on va parler des frontières de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex et aujourd'hui député européen du Rassemblement national. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'Union européenne a décidé de durcir sa politique migratoire en permettant par exemple l'envoi de migrants dans des centres situés hors de ses frontières, des sanctions plus dures pour ceux qui refusent de quitter le territoire européen. Bref, un tour de vis défendu par l'immense majorité des 27 États membres et qui bien sûr fait bondir la gauche européenne et les associations de protection des exilés qui dénoncent des mesures violant les droits humains. On en parle avec l'ancien directeur de l'agence Frontex, le député européen du Rassemblement national, Fabrice Leggeri. Bonjour. Bonjour Fabrice Leggeri. Un petit clin d'œil d'abord à Kindersheim, qui est votre ville d'enfance. Vous vous souvenez ? Oui. Oui, voilà, oui. Un clin d'œil à la belle Alsace, parce que c'est une région frontière qui est un petit peu confrontée aujourd'hui au sujet qu'on va soulever. Donc les frontières, la porosité des frontières européennes, l'Union européenne. On se souvient des accords de Schengen qui étaient censés nous protéger. Pour autant, nous savons aujourd'hui que les frontières européennes sont devenues une passoire. Vous avez dirigé Frontex, donc vous étiez le mieux placé pour savoir quels étaient les enjeux, et nous nous souvenons que lorsque vous avez rejoint le Rassemblement national, cette adhésion a semé un grand trouble dans la classe politique française, puisque vous étiez un haut fonctionnaire et vous avez assumé ce choix en disant qu'il était temps de prendre des mesures efficaces et de s'engager politiquement, parce que sinon l'Europe courait au-devant de la catastrophe. Où en est-on aujourd'hui, Fabrice Leggeri, de l'arrivée des migrants, des étrangers en Union européenne ? Alors, je dirais tout d'abord que l'engagement politique au Rassemblement national paie ses fruits, et vous voyez que la victoire de la liste de Jordan Bardella aux élections européennes en juin 2024 a permis justement qu'au niveau de l'Union européenne, il y ait un tour de vis par rapport à la lutte contre l'immigration illégale. Aujourd'hui, on nous dit que les franchissements de frontières sont en diminution. C'est parce que notre famille politique est également au pouvoir dans un nombre croissant et gagne les élections dans un nombre croissant d'États européens. Et c'est aussi parce que notre travail, le Rassemblement national, avec notre groupe des Patriotes pour l'Europe au Parlement européen, nous pesons et nous venons par exemple de remporter une grande victoire sur la réglementation pays tiers sûr, qui va permettre de renvoyer des demandeurs d'asile sans avoir regardé leur demande d'asile, tout simplement en les renvoyant vers des pays extérieurs à l'Union européenne qui sont considérés comme des pays tiers sûrs. Tout ça, Fabrice Leggeri, les institutions européennes le savaient. Vous l'aviez dit, c'était public. Pour autant, on considérait que ça n'était pas si grave que ça, qu'on aurait la solution pour éviter des dégâts collatéraux. Là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la part des institutions européennes. Est-ce qu'il y a des faits précis qui ont prouvé qu'il était temps aujourd'hui de prendre des mesures efficaces ? Il y a aujourd'hui seulement 20% des décisions d'expulsion de migrants illégaux qui sont appliquées dans l'Union européenne. Malheureusement, la France d'Emmanuel Macron est encore moins efficace, puisque nous arrivons à peine à 7 ou 8%. Et c'est précisément ce constat qui nous anime, qui anime ma famille politique, mais qui a aussi tirer la sonnette d'alerte de la plupart des États, de la plupart des ministres et également du commissaire européen de centre droit, qui a décidé finalement d'écouter la demande des États et est tout à fait conscient de notre poids au Parlement européen. On a longtemps montré du doigt la Hongrie de Viktor Orban, accusé d'une forme de xénophobie, État illibéral à la limite de l'autoritarisme. Pourtant, aujourd'hui, on peut considérer que les mesures prises par Viktor Orban pour protéger la Hongrie d'une migration sauvage correspondent un petit peu à ce que l'Europe aurait besoin de mettre en place. Absolument. Viktor Orban a été l'un des premiers à construire une clôture pour protéger sa frontière avec les pays des Balkans. Et aujourd'hui, la plupart des États de l'Union européenne qui ont une vraie frontière terrestre avec des pays non européens ont construit des clôtures. Vous avez visité il y a quelques semaines la clôture polonaise avec la Biélorussie.
mais il y a même l'Espagne des socialistes qui pourtant à Madrid veulent régulariser 500 000 clandestins par an. Eh bien, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de maintenir cette clôture avec pour protéger les enclaves de Ceuta et Melilla. Fabrice. Il y a aussi le constat des méfaits de cette immigration subie sur le corps social, la cohésion de la société dans chacun de nos pays, et c'est peut-être le plus grave parce que c'est ce que peuvent voir tous les jours nos concitoyens avec la violence en France qui a évidemment un lien direct avec l'immigration, et en particulier, je voulais nommer les violences faites aux femmes, les violences dans la voie publique. Tout cela est la conséquence directe de l'immigration non maîtrisée. Fabrice Leggeri, si l'on parle de passoire, et c'est un terme qu'on peut utiliser sans être abusif, quels sont les pays où les trous de la passoire sont un peu plus grands qu'ailleurs ? Je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, la France, même si elle n'est pas au contact direct de pays non européens, puisque finalement la France est au milieu de l'Europe géographiquement, malheureusement la France d'Emmanuel Macron va être le maillon faible, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, alors que 20 États membres de l'Union européenne, 20 gouvernements, dont l'Allemagne, réclament des expulsions vers l'Afghanistan, eh bien la France fait partie de ces 7 misérables États de l'Union européenne qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas mis leur signature à cette lettre. Même la première ministre social-démocrate danoise, le Danemark est une référence de démocratie absolue, a commencé à s'inquiéter, a pris des mesures efficaces, me semble-t-il. Oui, et c'est d'ailleurs sous l'impulsion, sous la présidence pendant les 6 derniers mois du Danemark, donc de cette Premier ministre danoise social-démocrate, que des accords pour un tour de vis vis-à-vis de l'immigration ont pu être enregistrés au Conseil. Donc en réalité, il y a sur ce point-là une convergence parce que les peuples d'Europe, parce que nos concitoyens en ont assez et veulent que les gouvernants puissent agir pour empêcher cette submersion migratoire que le Rassemblement national dénonce depuis des décennies. On peut considérer que la situation internationale ne va pas s'arranger, que les motifs pour certaines populations de migrer, de quitter leur pays, de fuir leur continent, d'essayer de trouver un sursaut vers d'autres territoires de cette planète ne va qu'aggraver les phénomènes de migration. Est-ce que l'Europe aujourd'hui, si les institutions politiques et les représentants des peuples décidaient de prendre des mesures efficaces, est-ce que les moyens sont réunis aujourd'hui pour protéger l'Europe d'une migration brutale ou agressive? Ce qui est très important, c'est d'avoir la volonté politique. Elle commence à émerger, ce n'est pas suffisant, mais les Français peuvent compter sur le Rassemblement national en France et sur ma famille politique au Parlement européen pour continuer à aller dans ce sens, être exigeants et ambitieux pour protéger les frontières extérieures, pour faire en sorte que les gardes-frontières, et je pense notamment à Frontex, la garde-frontière européenne, puissent faire son travail et ne pas être empêchés par les chevaux de Troie que sont les ONG infiltrés par la Commission européenne ces dernières années au sein de l'agence Frontex. C'est un exemple. Il faut également de la fermeté par rapport aux expulsions. Il faut rétablir le délit de séjour irrégulier. Le Rassemblement national mène ce combat en France. Le Rassemblement national, avec ses alliés, mène ce combat au Parlement européen. Et j'ai de bons éléments pour penser que nous serons entendus. Quels sont les autres pays où existe cette notion ou ce statut d'OQTF, même si ça s'appelle peut-être différemment? Est-ce que les législations dans d'autres pays sont beaucoup plus rigoureuses et surtout appliquées qu'en France? Alors, dans les autres États de l'Union européenne, il y a évidemment l'équivalent, puisqu'il y a la possibilité d'expulser des étrangers qui sont en situation illégale ou qui menacent l'ordre public et la sécurité. L'efficacité dépend, si vous voulez, de la complexité des recours contentieux. En France, il y a une multitude de recours possibles. Il faut simplifier cela. L'efficacité tient aussi à la capacité de nos gouvernements à exercer une pression vers les pays d'origine. Parce que pour pouvoir expulser, la France l'a vu face à l'Algérie qui refuse de reprendre les Algériens, pour expulser, il faut obtenir ce qu'on appelle des laissez-passer. Ça veut dire que le pays d'origine
accepte de reprendre son ressortissant. Le combat que nous menons, encore une fois, à Paris, à l'Assemblée nationale et à Bruxelles et Strasbourg au Parlement européen, le Rassemblement national demande de la fermeté vis-à-vis des pays tiers. Et en ce qui concerne les expulsions et les projets de texte qui sont en négociation à Bruxelles, j'ai demandé au commissaire européen Magnus Brunner de sérieusement prendre en compte nos amendements qui réclament de pouvoir déployer des sanctions contre les pays d'origine qui ne coopèrent pas. Quel type de sanctions? Refus de visa, donc 0 visa pour les pays non européens qui ne reprennent pas leurs ressortissants, 0 aide économique, 0 aide au développement et 0 transfert financier. Donc nous menons ce combat à la fois à Paris pour peser sur le gouvernement actuel, mais celui-ci ne veut rien entendre parce que, alors même qu'à Bruxelles, la semaine dernière, il y avait un consensus entre les ministres de l'Intérieur pour aller dans le sens de la fermeté, il est malheureux de constater que la France d'Emmanuel Macron, la France avec M. Nunes qui la représentait, était le seul État avec l'Espagne des socialistes à traîner les pieds et à refuser d'aller plus fermement contre l'immigration illégale. Bon, en tout cas, le sujet est devenu d'actualité. On sent que les institutions européennes ont pris conscience et agissent dans le bon sens. On aura l'occasion d'en reparler, monsieur le député. Merci d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Il est 13h04, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit la sénatrice du Béarn et du Pays Basque, ça s'appelle aussi les Pyrénées-Atlantiques, je crois, Frédérique Espagnac, qui connaît bien les dossiers de l'agriculture, de la territorialité, la cause paysanne, voilà. J'ai invité Frédérique Espagnac parce que l'agriculture française a peur aujourd'hui. On sait qu'elle est malade, on sait qu'elle est souffrante. Nous avons vu l'autre jour, nous avions Stéphane Le Foll en ligne, ancien ministre de l'Agriculture du quinquennat de François Hollande, parce que Madame Genevard a organisé à Rungis l'éveil alimentaire avec les conférences pour savoir comment sauver l'agriculture française. Tout ça après l'excellente loi d'agroécologie, la loi d'avenir de 2014, votée par le Parlement français, qui a été évacuée par les États généraux de l'alimentation en 2017, qui avait engendré la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3, on va faire la loi Egalim 4. Donc je voudrais faire un point précis. Merci Frédérique Espagnac d'avoir accepté cette invitation. Je vous rappelle que le thème de notre station de radio Sud Radio, c'est Parlons vrai. Je ne doute pas qu'avec vous on va parler vrai. Bon, là récemment, on vient d'apprendre ce matin, épidémie de grippe aviaire en Dordogne dans le Périgord, la production de foie gras encore menacée. Nous avions, vous et moi, on s'était impliqués. À l'époque, c'était les éleveurs de foie gras, de canards Criachella, producteurs de foie gras au Pays Basque. Tout à fait. Voilà, et il y avait une race locale qui était. C'était Stéphane Le Foll qui était au ministère de l'Agriculture, et vous aviez obtenu que le principe de l'abattage systématique ne soit reporté ou décalé. Et vous aviez sauvé, c'était 2015-2016 à l'époque les éleveurs, les éleveurs de Barque qui sont toujours. Il faut rendre hommage aux éleveurs, voilà. et à toute une population évidemment agricole de paysans qui s'étaient mobilisés, et nous parlementaires nous les avions accompagnés. Certes, c'était à l'époque de Stéphane Le Foll, et ils avaient eu raison, puisque la question c'était évidemment la fin, l'abattage total qui aurait généré l'extinction d'une race locale. Mais au-delà de ça, ils ont été des précurseurs, puisqu'on le voit bien aujourd'hui que au-delà potentiellement des élevages de canards, c'est sur toutes les races potentielles ovins, bovins que ces épidémies arrivent. Alors il faut évidemment, et je m'en excuse Perico, parler vrai, c'est veiller à la sécurité de nos concitoyens, c'est l'essentiel. Oui. Mais il faut évidemment aussi permettre à ces paysans de continuer à élever aussi le bétail, les animaux, dans des conditions à l'air libre, dans des conditions justement qui sont au final les moins dangereuses pour les consommateurs, contrairement à ce qui est dit, parce que quand aujourd'hui on dit il faut enfermer les animaux, il faut potentiellement faire des investissements
investissements, oui, majeurs, mais on se rend compte, et on le voit avec l'exemple que vous venez de citer, que malgré les investissements qui sont faits potentiellement et que les plus gros continuent encore à à massifier ce genre de production, que les épidémies repartent chaque année. Alors Frédérique Espagnac, vous êtes une élue de terrain, les Pyrénées-Atlantiques, donc le Béarn et le Pays Basque qui sont deux territoires à riche tradition et ancienne tradition agricole. Vous avez été proche du président de la République François Hollande, vous connaissez, j'allais dire, les enjeux de l'État et de la République. Combien de temps la France va-t-elle devoir vivre encore avec cette épée de Damoclès permanente tous les ans, les épidémies? Alors là, en plus, il y a la dermatose sur le cheptel bovin. Oui, je confirme. Enfin, la grippe aviaire, 1, 2, 3, 5 ou 6 millions de canards qui ont été abattus. Est-ce que le principe de précaution, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire les choses clairement? Je sais qu'on a peur et que ce sont souvent des normes européennes. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, repenser ce principe de précaution et de ne pas abattre la totalité de l'élevage quand on sait que la maladie n'est pas contagieuse à l'homme et que l'élevage en totalité n'est pas forcément contaminé non plus? Il y a deux choses. Il y a l'inquiétude que je peux comprendre des producteurs et de, on va dire, l'industrie agroalimentaire sur l'exportation, puisque c'est de ça dont il s'agit à la fin, et que devrait lever le statut indemne de la France. Enfin, on a pas même les élevages de foie qui ne sont pas exportés. J'y reviens. Ce que je veux dire par là, c'est que pour beaucoup, aujourd'hui, on est dans l'abattage systématique pour, soi-disant, prélever ce fameux, garder un statut indemne de la France pour permettre d'exporter. Or, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est la production locale. C'est évidemment, on l'a dit, faire en sorte que la sécurité sanitaire soit là pour nos consommateurs français et autres. Mais au-delà de ça, des paysans qui, au quotidien, savent quel est aujourd'hui l'intérêt du bétail, comment ça s'appelle, on l'a dit aussi, des élevages, qu'ils connaissent au mieux potentiellement la façon dont il faut traiter dans ces cas-là potentiellement ces épidémies, leur faire confiance. Et je pense que nous avions eu des rapports de force là aussi avec Annie Genevard qui avait été notamment sur l'élevage des bovins, qui était avec la MHE notamment, qui avait été un gros souci chez moi dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous avons tordu le bras à l'époque du gouvernement, pas sans mal, on avait failli même avoir des arrestations, et tout compte fait, avec du recul, on a réussi à démontrer que c'est ça qui avait permis, évidemment, je le dis, avec la DGAL, le ministère de l'Agriculture, travailler main dans la main pour démontrer qu'au final, on peut absolument avoir des protocoles qui permettent d'éviter l'abattage total, d'aller évidemment à l'abattage partiel quand c'est nécessaire, évidemment, pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens et des consommateurs. Pour autant, il est indispensable aujourd'hui de changer le logiciel totalement, on va dire, inexact, et puis j'ai envie de dire même, on va pas se mentir, qui favorise les plus gros. Aussi, pourquoi? Parce qu'il y a de l'indemnisation, Perico. Bien sûr. Il y a des indemnisations. Et quand on envoie une bête qui est soi-disant malade à l'abattoir, qu'elle est payée et que potentiellement, l'abattage coûte un tiers, un cinquième de ce que ça devrait coûter, il y en a d'autres par contre qui vendent ces viandes-là après au même prix quand ça sort. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, donc il y a à la fois une détresse totale des éleveurs qui, eux, font leur job, qui le font de la façon la plus respectueuse du monde, vraiment dans des conditions sanitaires très strictes, eux-mêmes, je le dis, et qui sont vraiment exemplaires de ce point de vue-là. Donc il y a aussi un partenariat avec l'État. Moi, je ne suis pas là pour opposer les uns et les autres, mais il faut que l'État aussi entende. Et puis, j'ai envie de dire qu'on lance des expérimentations, ce qui a été le cas chez moi pour la Créachera ou sur la MHE notamment. On a démontré, avec 6 mois, 1 an d'expérimentation, qu'au final, justement, l'abattage total ne sert à rien. Est-ce qu'il y a des lobbies aujourd'hui, Frédérique Espagnac, dont l'intérêt est de ne pas trouver de solution, justement, parce que d'abord, ils importent des foie gras de l'étranger. Je rappelais tout à l'heure, dans les ardaques de Noël, que la traçabilité prévue par l'Union européenne, c'est de ne pas signaler lorsqu'un produit transformé intègre une viande qui vient de l'Union extra-européenne, puisqu'on peut, rien qu'en modifiant l'emballage ou une salaison, on prend le label Union européenne, ce qui permet aux grands importateurs de foie gras de travailler avec des produits qui ne viennent pas d'Europe. Il y a un moyen de réguler ça, il y a un moyen de dire la vérité, il y a un moyen de prendre les mesures nécessaires pour ne pas, aggraver cette concurrence déloyale. Bien sûr. Mais là, c'est l'Europe qui en est responsable. Moi, j'en appelle à mes collègues députés européens. Enfin, que faites-vous ? Globalement, c'est à eux aussi de prendre leurs responsabilités. Vous savez bien que nous, après, nous transposons les lois européennes au niveau français, justement, puisque de fait, après, nous les appliquons. Mais la réalité, c'est au niveau européen aujourd'hui que les choses doivent se faire, dans les deux sens.
j'ai envie de dire. À la fois parce qu'il est hors de question, potentiellement, qu'on continue à faire de l'abattage local pour favoriser les gros producteurs et de l'agroalimentaire qui ne respecteraient pas aujourd'hui les conditions sanitaires. Ce sont les grosses coopératives céréalières qu'on a connues. Bon, on va pas se mentir, oui, bien sûr, certaines en tout cas. Certaines travaillent, et je tiens à leur rendre hommage, dans des conditions de sécurité extrême, et donc c'est parfait. Enfin, voilà, mais d'autres aujourd'hui ne respectent pas ça. Et donc certains, on va pas se mentir aussi, sont même dans la logique de dire il faut de l'abattage des petits producteurs. Pourquoi ? Parce que derrière le marché, il ne leur appartient qu'à eux et qu'ils peuvent aussi évacuer potentiellement des stocks qu'ils ont fait précédemment, puisque de fait le marché est d'autant plus en demande. Donc on fait monter les prix à Noël, essentiellement pour les plus gros. Autrement dit, je recevais tout à l'heure Fabrice Légéry, ancien patron de Frontex, parce que les frontières de l'Europe sont quelquefois une passoire par rapport à la migration. Est-ce qu'on pourrait faire un Frontex alimentaire ? On ne laisse pas rentrer n'importe quoi, ou alors on taxe ? Oui, je pense qu'il y a les deux qui sont possibles. C'est contraire aux valeurs libérales de l'Europe, ou il suffit juste un peu de courage politique ? Moi, je crois en l'Europe. À la différence d'autres, je n'y tape pas dessus comme certains. Par contre, je pense aujourd'hui qu'elle nous protège. Oui, mais une Europe qui nous protège. Mais c'est le cas. Je veux dire, sur plein de choses. Encore une fois, faut se dire les choses. Elle nous protège sur beaucoup de choses, contrairement à ce qui est dit. Je tiens à le dire ici aussi. Elle nous permet. Attendez, Perico. J'entends parce que le bashing de l'Europe, ça suffit aussi. Elle nous aide aussi financièrement aujourd'hui pour les collectivités à investir ce que aujourd'hui nous ne pouvons plus. Il manquerait plus qu'elle morde. Attendez. Pour autant. Non mais il faut arrêter. Je veux dire, c'est trop facile de toujours dire c'est la faute à l'Europe. Si, parce que c'est un espèce de populisme trop facile, notamment des extrêmes, je le dis ici. Je vois des producteurs qui crèvent, des éleveurs qui crèvent, vous les connaissez comme moi. Tout à fait, mais je sais aussi que, Perico, je vois aussi, jusqu'à ce jour, des producteurs, et je le dis d'autant plus en montagne, moi qui suis secrétaire général de l'Association nationale des élus de montagne, on en parlera tout à l'heure, qui justement sait à quel point la question de l'ICHN, les aides aussi au niveau européen de la PAC sont indispensables. Et heureusement qu'elles sont là. Pour autant, il faut que nos paysans puissent vivre différemment que ce perfusion. Bien sûr. Bon. Nous sommes avec Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste du Béarn et du Pays Basque et Pyrénées-Atlantiques, qui défend depuis longtemps, avec, je vais dire, ferveur et passion, l'intérêt des agriculteurs. On a une petite divergence là quelque part sur l'Europe et on est très européens. Cher Frédérique, ne vous inquiétez pas. Vous nous appelez, chers auditeurs. Vous êtes tous concernés parce que ce sont notre patrimoine alimentaire, nos foie gras, enfin nos traditions Noël. Il faut soutenir nos éleveurs et nos producteurs. Vous nous appelez au 0826 300 300 et la sénatrice se fera une joie et un honneur de répondre à vos questions pertinentes que vous aurez adressées à Emmanuel Galasso. 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes sur Sud Radio, la France dans tous ses états, oui, drôle d'état, l'état de notre agriculture. Perico Légas reçoit Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, du Béarn et du Pays Basque. Frédérique Espagnac, vous vous répartissez entre les deux territoires, qui sont des territoires très différents, avec des histoires différentes. Absolument. Avec, je pense, des identités, vous le savez bien, Perico, qui sont totalement différentes et qui sont aussi belles l'une que l'autre. Et des exemples, j'allais dire, d'initiatives paysannes, rurales, au Pays Basque notamment, avec Idoki, donc les paysans basques sont solidaires. Absolument. Je me souviens un jour, Stéphane Le Foll qui en revenait m'avait dit, à l'époque, il était ministre, si toute l'agriculture française était organisée avec la même énergie, le même sens de la solidarité et l'efficacité des paysans basques, l'agriculture française serait sauvée. Bon, ça se traduit par quoi aujourd'hui, cette différence au Pays Basque, chez vous, dans votre département? Mais les Béarnais aussi sont courageux. C'est pareil. Il y a une prise de conscience patrimoniale, sociale, culturelle? Oui, patrimoniale, sociale, culturelle. Il y a un sens déjà en Pays Basque, vous l'avez dit, Perico, du collectif et de la force du collectif, de la force de mobilisation et aussi de presque militante, on peut dire, mais au sens noble du terme. Oui, bien sûr, qui est militante tout à fait, et puis qui va à tous les niveaux d'ailleurs, et qui est aussi liée, je pense, à l'amour de la terre. Il y a même un syndicat local. Il y a un syndicat local, et alors donc je rentrerai pas dans les oppositions. Je veux dire, il y a la FNSEA qui existe, mais les Basques se sont fait leur syndicat à eux. Tout à fait, la Baronne-Saint-Gambara et ELB aujourd'hui, de la Chambre d'agriculture du Pays Basque, et ELB aujourd'hui qui est affiliée à la Confédération paysanne. Il y a la coordination rurale qui est aussi présente sur le territoire, mais j'ai envie de dire ce sont des forces militantes très fortes, avec une mobilisation et aussi un sens de l'initiative. Et puis je rappelle quand même qu'en Pays Basque, c'est là où il y a le plus d'installations de jeunes
en France, agriculteurs, ou de reprise de fermes, de orcades familiales, avec beaucoup notamment de jeunes femmes aujourd'hui qui s'installent aussi en agriculture. Donc c'est vrai que le Pays Basque est de ce point de vue-là un exemple massif, en tout cas, sur l'installation au niveau agricole. Il y a une énergie, une prise de conscience claire, une tradition qui se transmet de génération en génération. Un attachement à la terre qui est viscéral. Il y a, je pense, un attachement à la patrie presque. Oui, la patrie, bien sûr. Voilà. Perico, on va pas se mentir, esqualerien, mais il y a aussi, je pense, un attachement à l'agriculture paysanne, et on le sait bien, vous le savez bien, l'enjeu des petites fermes, qui avait été d'ailleurs un combat que nous n'avons pas réussi à mener jusqu'au bout avec au ministère de l'Agriculture, avec une reconnaissance qui aurait été indispensable. Et vous savez aussi que sur le Pays Basque, le territoire ne permet pas d'avoir des grosses exploitations, donc on est sur des exploitations qui peuvent aller de 20 à 40, 45 hectares, ce qui n'est pas énorme. Donc c'est forcément aussi des choix de produits de qualité. Vous avez cité, j'ai à dire la mobilisation, moi j'ai envie de citer les produits aussi. On parle d'Osso-Iraty. C'est le label qui définit l'authenticité, la traçabilité basque. Vous avez un fleuron qui est quand même le jambon Quintoa. Voilà, le jambon Quintoa, bien sûr, le jambon du port noir du Pays Basque, des Aldudes. Vous avez évidemment l'Osso-Iraty, et je tiens aussi à leur rendre hommage. On a évidemment le piment d'Espelette, on a aussi de l'Irouléguy, on a de la châtaigne qui arrive. C'est un combat politique. C'est un combat politique. On n'est pas en train de faire de la gastronomie là, on est en train de faire de la... C'est un combat de producteurs qui veulent vivre de la production qu'ils font, tout en faisant le choix de la qualité de leurs produits pour les consommateurs, et aussi pour de la vente le plus possible, dans un circuit court le plus possible aussi, en évoquant, en enlevant, j'ai envie de dire, toutes les frontières, les étapes, les intermédiaires qui sont peut-être pas nécessaires, et qui leur permettent d'avoir un prix qui soit le plus juste possible, et qui leur permettent de vivre aussi de leurs produits. Frédéric Espagnac, est-ce que cette exigence, j'allais dire, d'authenticité qualitative, patrimoniale, cette exigence de l'origine, est-ce qu'elle est accompagnée, soutenue par la législation de la République comme elle le devrait? On a beaucoup de progrès, il y a les appellations d'origine, il y a les IGP. Oui, mais oui, Perico, là, on est sur le budget, et il se trouve que j'étais encore il y a 2 jours en train de défendre le budget de l'INAO, qui ne devrait même pas se poser. Bien sûr. Bon, l'INAO, on le rappelle, AOP, IGP, potentiel... L'Institut national des appellations d'origine et de la qualité, qui regroupe tous ces produits, on peut dire du terroir, pour simplifier, du patrimoine agricole français, qui sont des labels, en tout cas nos ambassadeurs, les fleurons de l'alimentation française, et qui sont vraiment, sur toute l'étape du monde entier. Aujourd'hui, tout le monde veut pouvoir avoir un bon fromage AOP. Et là, Bercy veut couper un petit peu dans le budget de l'INAO. Comme à chaque fois, alors que potentiellement c'est important. Là aussi, je rappelle, l'INAO garant des cahiers des charges qui sont là aussi très contrôlés, et qui veillent justement à la garantie des produits pour les consommateurs. Alors sur le marché général, les fêtes de fin d'année arrivent, Noël, on sait que ce sont des produits emblématiques. Il y a du saumon fumé, il y a un formidable producteur de truites à Banca, Goicoechea. Là, on est vraiment dans, j'allais dire, du poisson fumé de la montagne et des Pyrénées. Est-ce qu'il y a assez de protection, de normes? Alors on se plaint beaucoup que la France est un pays qui est noyé sous les normes. Il y a quand même des normes positives qui sont constructives, Frédéric Espagnac. Tout à fait, et je pense qu'il faut aussi, justement, je parlais des cahiers des charges tout à l'heure et autres, mais des normes de production, évidemment, sanitaires, qui permettent justement de veiller à la sécurité aussi alimentaire, et puis évidemment pour les producteurs, mais qui est indispensable. Ce sont aussi aujourd'hui des garanties pour les consommateurs, et donc d'abord pour les producteurs, et aussi pour faire en sorte que leurs produits puissent aussi avoir une vraie valeur ajoutée. Le marché se porte comment aujourd'hui? Est-ce que la grande distribution continue quand même à fixer sa loi? Non seulement l'industrie agroalimentaire, dont je dis qu'elle est plutôt, elle, la victime d'une grande distribution qui impose des tarifs tellement bas pour être compétitive que du coup la production est obligée d'abaisser sa qualité. Est-ce que cette équation est encore une réalité? Oui, bien sûr, on sait bien qu'on a toujours des épisodes, mois de février-mars, quand on a des grosses négociations, vous le savez bien, Perico, voilà, que aujourd'hui on est encore sous cette contrainte-là. Pour autant, comment on rétablit les choses, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui aussi de Madame Genevard, j'ai envie de dire Madame la ministre, que j'ai bien connue, qui a été elle-même présidente de l'Association nationale des élus de montagne. Je crois que là c'est aussi son autorité qui est en jeu dans ce débat-là. Élue de Morteau, la saucisse de Morteau dans le Doubs, donc un patrimoine alimentaire très, très glorieux aussi. Absolument, je lui fais confiance sur ce point-là. Frédéric Espagnac, nous avons Eric qui nous appelle ni du Béarn ni du Pays Basque, mais d'une très très belle ville qui s'appelle Metz, en belle Lorraine, et la Lorraine a aussi un patrimoine agricole alimentaire très, très précieux. Eric, bonjour Eric.
Bonjour Perico. Bonjour Eric. Vous voulez poser Bonjour, une question à Frédéric Espagnac ou témoigner d'une humeur. Oui, Frédéric, tout à l'heure, je vous entendais dire que l'Europe nous protégeait. Non, pas que. Elle peut nous protéger. Elle doit le faire. Cas, mais pas que. Elle le fait pas tellement. Non, on est parce que ce qui va se passer au niveau du Mercosur dans quelques mois. Et puis, n'oublions pas non plus qu'on est envahi par les poulets ukrainiens. Et toutes les denrées dont on ne connaît pas l'origine, qui ne sont pas stipulées sur l'étiquette. Donc là, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Non, alors je reprends, que les choses soient bien claires dans ce que j'ai dit. Je soutiens Eric dans sa démarche. Oui, non, mais moi aussi, donc on va être clair. Qu'est-ce que vous faites Attendez, deux choses, Perico, soyons clairs. J'ai dit que l'Europe, dans certains cas, pouvait, mais j'ai dit aussi qu'elle ne le faisait pas, notamment par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importation de produits aujourd'hui agroalimentaires qui ne respectent en rien les normes sanitaires européennes sur lesquelles nos producteurs français, eux, sont contraints. Donc ça, c'est le premier point. Sur le Mercosur, je vais vous dire, ça a été une bataille de tous les temps pour moi, et Dieu sait si ça a été assez frontal, puisque je me rappelle qu'on avait été quelques-uns rares à l'époque à arriver à stopper une signature du Mercosur déjà qui avait été voulu potentiellement par le président Macron en Argentine. Et à l'époque, c'était le commissaire Hogan de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, qui était à l'époque le commissaire à l'agriculture. On a entendu de la part de l'Élysée, hein. Oui, non, mais moi, pour avoir été un peu au cœur du dispositif, il se trouve que à l'époque, mon compagnon était ministre dans le gouvernement Macron, et justement sur ce sujet-là, je peux vous dire que même à la maison, c'était un sujet sur lequel nous avions beaucoup bataillé, et quand je vois aujourd'hui que le président tient un double discours, et je le regrette fortement, ça je le dis ici, on ne peut pas dire qu'on est contre le Mercosur et aller faire les déclarations qu'il a faites au Brésil il y a quelques semaines. C'est plié pour le Mercosur, ou on a encore une étape par laquelle on peut le... Je pense qu'on a encore une étape, malheureusement, mais j'ai envie de dire, là aussi, ça dépendra du président de la République. Et je pense que ça serait une grosse erreur de signer les choses maintenant. Le président de la République, il a des pouvoirs très limités par l'article 20. Aujourd'hui, il est plus aux commandes parce que l'Assemblée nationale ne lui assure plus de majorité, j'allais dire confortable et soumise. On voit bien que Sébastien Lecornu a une marge de manœuvre. Est-ce que la République française peut faire acte de, comment ça s'appelle, droit de réserve ou subsidiarité? Tout à fait. C'est politiquement possible? Oui. Par quel biais? Écoutez, c'est à lui de prendre sa décision. Je veux dire, les présidents de la République, il est potentiellement le représentant de l'État français. Quand aujourd'hui, Madame von der Leyen engage l'Europe potentiellement sans même notre accord, alors il y a deux choses où elle l'a fait avec notre accord et ça ne l'a pas été dit, ou potentiellement il faut clairement que les choses soient dites. Vous parlez de la ministre allemande ou de la présidente de la Commission? Parce que le Premier ministre polonais, M. Meus, disait « Mais je ne savais pas que Mme von der Leyen était encore membre du gouvernement de la République fédérale. » Bon, je plaisante, mais c'était pour dire qu'il y a confusion des genres. On est bien d'accord. En quoi consisterait concrètement une décision française de ne pas appliquer le Mercosur? Ça passerait... C'est quoi le droit de réserve? Un des États peut dire « Moi, je refuse ce traité ». Oui, mais moi je pense que dans la vie... vous savez, il y a des combats qui étaient perdus d'avance et on les a gagnés que si on les a menés. Je me rappelle d'un autre combat potentiellement, malheureusement, sur lesquels qu'on a perdu, notamment avec le Canada, sur l'accord... comment on appelait ça? Je vais pas qui était sous le même, qui était sous le même modèle que le Mercosur. Je pense qu'aujourd'hui, on en voit les conséquences sur potentiellement la production agroalimentaire française. Donc aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il est temps que le président de la République tape du poing sur la table et clairement refasse entendre la voix de la France pour le Parlement français. Et je n'ai aucun doute sur ça, Perico. Si jamais le président, allez, je vous dis, je vous fais même un pari. Je pense que si le président de la République devait signer aujourd'hui cet accord du Mercosur, je suis persuadé qu'à l'Assemblée nationale, il y aurait une motion de censure, car sur tous les bancs, je dis bien ici sur tous les bancs, que ça soit la droite, le centre, le Front National, la gauche, tout le monde, à ce jour, les parlementaires voteraient contre cet accord du Mercosur et feraient une motion de censure contre le gouvernement. Eh bien, on est content de vous l'entendre dire. Vous restez avec nous sur Sud Radio. Je suis avec Frédéric Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, et l'on débat des enjeux de l'agriculture française. Vous nous appelez au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Vous êtes avec Perico Légas qui reçoit l'excellente sénatrice Frédéric Espagnac, sénatrice du Béarn et du Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques. Frédéric Espagnac, vous étiez en train de me dire, je veux que vous me le redisiez parce que c'est une information politique importante. Vous supposez que si le gouvernement, si le président de la République signe les Mercosur, il pourrait y avoir
à l'Assemblée nationale une réaction politique assez véhémente, voire un risque de motion de censure. Oui, moi j'en suis certaine. Je suis persuadée aujourd'hui que sur tous les rangs à l'Assemblée nationale, de gauche comme de droite comme du centre, si cette signature venait à rentrer en application là maintenant, je pense que ça donnera lieu à une motion de censure qui aurait, ça c'est certain à mon avis, une majorité. Ce qui signifie que la signature du Mercosur serait vraiment un fléau pour l'agriculture française, oui, pour l'économie en général peut-être. Bien sûr. Et rappelons-nous quand même la question, on parlait tout à l'heure des questions sanitaires, enfin, je veux dire, on ne peut pas... Vous parliez du CETA, le CETA avec le Canada... On l'a évoqué tout à l'heure sur... Oui, je ne retrouvais plus, je m'en excuse. Il a été signé... L'accord canadien, franco-canadien. Amoindri quand même un petit peu avec des garanties. Avec quelques garanties qui, en effet, aujourd'hui, sécurisent un peu plus les choses. Mais quand même, rappelons-nous les épidémies qu'il y a pu y avoir, notamment au Brésil, sur la viande brésilienne, qui revenait chez nous, qui était importée, qui pouvait générer beaucoup de choses, alors que chez nous, les producteurs français ne pouvaient pas potentiellement, on était en abattage, on ne consommait pas. Voilà. Donc le risque aujourd'hui de réintroduction de maladies en importation, au niveau européen, venant notamment du Brésil à cette époque-là, est juste dangereux, scandaleux. Frédéric Espagnac, depuis Belém précisément, le président de la République nous assurait qu'il y aurait des garanties, que si on signait le Mercosur, il y aurait toutes les mesures prises pour qu'il n'y ait pas de préjudice pour l'agriculture française. Oui, mais pour l'instant, je ne les vois pas, Perico. Je n'ai pas entendu depuis son retour un travail, en tout cas une communication sur ce travail, sur les garanties potentielles. À ce jour, personne ne les a présentées. On nous a présenté les compensations que le Brésil et l'Argentine auraient. S'il y avait des restrictions, on leur compenserait de façon économique. Oui, mais moi je connais que les restrictions, Perico. À ce jour, je ne les connais pas. Il n'y a rien. Je ne les ai pas. Mercosur, attention, danger. Et là, vous pensez qu'il y a union nationale. Ah, je suis certaine de ça. Au sur niveau tous de l'Assemblée nationale. Et c'est là où on parle aujourd'hui. Au Sénat où vous êtes peut-être également. Mais le vote n'est pas de la même façon. Bien sûr. En tout cas, oui, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. C'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Mais dans tous les cas de figure, je pense réellement aujourd'hui qu'on est dans un débat sur le budget. Vous savez à quel point nous sommes en questionnement et évidemment l'inquiétude des Français sur le fait qu'il y ait un budget ou pas. Pour autant, le budget ne peut pas accepter n'importe quoi. Je le disais notamment sur le budget de l'agriculture, comme on peut le dire sur le budget de la défense, évidemment, comme sur d'autres budgets, éducation nationale, culture et autres. Pour autant, sur ce sujet-là, à la rentrée, je ne doute pas potentiellement qu'en janvier-février, si cette chose devait être confirmée sans qu'on ait des garanties sur les sécurités et sur les garanties, en tout cas pour les producteurs français, je vous dis qu'il y aura une unanimité à l'Assemblée nationale. Frédéric Espagnac, tout à l'heure, je faisais un inventaire des initiatives politiques que les gouvernements français ont pris pour sauver l'agriculture. Je vous parle pas de la loi d'avenir de 1964, portée par Edgar Pisani-Ferry avec le remembrement dont il a reconnu lui-même avant de mourir que ce fut une catastrophe. J'avais cité la loi d'avenir sur l'agroécologie de 2014, votée par quasiment une unanimité à l'Assemblée nationale à l'initiative de Stéphane Le Foll. Oui, au Sénat aussi, j'étais rapporteur sur le budget de l'agriculture, notamment à l'époque. Qui semblait, j'allais dire, réunir les bonnes conditions, puisque c'était la façon de concilier le patrimoine agricole, l'intérêt des agriculteurs, leurs revenus, la qualité alimentaire, et en même temps l'écologie, et en même temps, j'allais dire, une gestion économique qui permette d'avoir, ce sont des chefs d'entreprise, n'oublions pas, évacués à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Stéphane Travert porte la loi après les états généraux d'alimentation, où tout avait été dit de façon très pertinente. Je me souviens du discours du président de la République le 11 octobre 2017 à Rungis. On s'est dit, mon Dieu, il avait tout dit, tout était sauvé. Une catastrophe, donc loi Egalim 1, loi Egalim 2. Julien de Normandie essaie d'en refaire une. Finalement, aujourd'hui, on ne sait plus où ça en est, le Covid est passé par là. Là, nous avons Madame Annie Genevard qui dit à Rungis, on va faire le grand éveil alimentaire, on va faire des conférences. On se moque du monde ou la République a décidé de laisser crever son agriculture? Non, je veux croire que ce n'est qu'un point de communication, Perico. Je pense que les mesures, évidemment, sont ailleurs, mais pour autant, je pense qu'Annie Genevard, aujourd'hui, ne nous montre pas, et je respecte beaucoup la femme, je le dis, c'est une députée vice-présidente de l'Assemblée nationale, une remarquable. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de preuves. On n'a pas besoin de mots d'amour, on a besoin de preuves d'amour. Preuves d'amour. Voilà. On en est là. Oui, je pense réellement. Et donc, j'ai confiance en elle sur la capacité à bouger les choses. Pour autant, à ce jour, ce n'est pas le cas. Elle est quand même, sa position sur le Nutri-Score, vous vous souvenez, elle avait mis un frein à l'adoption du Nutri-Score. Finalement, elle avait été obligée de l'admettre. Là, mauvaise nouvelle, l'Assemblée nationale, en première lecture, adopte l'obligation du Nutri-Score
en tout cas pas pour les produits d'appellation d'origine, nous obligation. avons veillé à ça, notamment Deuxième au lecture, Sénat, pour 13 voix près, c'est votre collègue député Richard Amos qui était lui aussi au devant de ce combat. Deuxième lecture, le projet est repoussé. On s'en plaignait avec le professeur Gergerberg, père du Nutri-Score. Nutri-Score, enjeu essentiel là aussi pour la santé alimentaire des Français. Nutri-Score, enjeu essentiel, combat majeur, et je tiens à rendre hommage à mon collègue monsieur Ramos, notamment à l'Assemblée nationale, qui est un sujet essentiel pour les petits comme les grands, j'ai envie de dire, pour évidemment l'éducation de consommateurs, mais aussi une sécurisation du consommateur. C'est une info anti-malbouffe, c'est une info anti-malbouffe, bon, voilà, bon. Tout à fait, et c'est une info auquel tous les consommateurs français, tous les consommateurs français doivent avoir accès. C'est une information majeure pour la santé de nos concitoyens. Pour autant, nous avions, je le dis ici, veillé potentiellement à ce que, notamment sur les produits de qualité, on parlait des IGP, des AOP tout à l'heure, qu'évidemment, puisque les produits sont spécifiques, et donc là encore, avec des cahiers des charges, je l'ai précisé tout à l'heure, donc il ne s'agit pas de produits mauvais pour la santé, ils sont évidemment avec une quantité, on va dire, de graisse et d'autres qui est peut-être qui fait un Nutri-Score qui en apparence est négatif de ce point de vue-là, mais qui est tout l'inverse. Donc aujourd'hui, cette sécurité-là avait été posée à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc c'était indispensable vraiment que le Nutri-Score puisse en rentrer en application, et je regrette ce vote qui a été fait, qui est une grosse erreur à mon sens. En tout cas, c'est plié pour cette année. Frédéric Espagnac, est-ce qu'il faut en conclure que les gouvernements issus de la dissolution du socle commun, centre droit, Renaissance, Républicains, sont malgré tout des gouvernements, j'allais dire, dont le regroupement parlementaire est encore très sensible à la pression des lobbies, à des enjeux économiques, et qu'on préfère assurer le fric de certains lobbies agroalimentaires ou la grande distribution que défendre l'intérêt du consommateur. Au bout d'un moment, quand on repousse et que finalement ça se fait et qu'on met en place des lois scélérates et, j'allais dire, des législations ou des réglementations qui font du mal aux consommateurs, on peut penser que c'est pour des raisons de fric. Est-ce qu'il y a manière aujourd'hui de dénoncer ça de façon véhémente? Oui, il y a matière à dénoncer ça de façon véhémente. Moi, je veux rendre hommage à tous les agriculteurs, les éleveurs, les paysans dont on a parlé tout à l'heure, qui font un travail remarquable avec des conditions faut quand même dire, de vie, qui se battent au quotidien, et Dieu sait, quand on a un emploi qui ne rémunère pas à hauteur de l'effort physique, je rappelle à quel point à la fin d'une vie, on est cassé de partout quand on est et ceux qui crèvent aujourd'hui, et ceux qui sont dans, j'ai envie de dire, le désarroi le plus total. Moi, j'ai des jeunes aujourd'hui qui se disent, mais est-ce que je dois reprendre la ferme de mon père? Est-ce que je dois prendre ce risque-là pour ma famille? Est-ce que j'aurai encore un avenir familial? Il y en a qui jettent l'éponge. Il y en a qui jettent l'éponge, mais je rappelle qu'il y a encore beaucoup trop de suicides en France de paysans et d'agriculteurs. Donc moi, je dis ici la chose suivante. Il est indispensable de les accompagner au quotidien, de leur rendre hommage, et évidemment, j'avais fait une émission avec vous il y a très longtemps. Ça fait pas la une des 20 heures, les suicides de paysans. Hein. Oui, mais rappelez-vous, on avait fait une émission il y a très très longtemps qui s'appelait Manger, c'est voter. Oui. L'acte de manger, l'acte d'achat est un acte citoyen. Rappelons-nous, pour nous, les paysans et autres. Pour autant, aujourd'hui, il faut pouvoir donner au consommateur l'information qui lui permettra de faire le bon choix. Ça peut passer aussi par la phase scolaire. On peut aussi l'enseigner dans le cadre de l'école. Absolument, et dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. La semaine du goût et autres sont des initiatives importantes. Ce qu'Annie Genevard a peut-être fait aussi, vous en parliez à Rungis il y a quelques jours. L'information est indispensable pour nos concitoyens. C'est Olivier Grégoire qui se mobilise beaucoup là-dessus, sur ce projet d'enseignement du goût dans le cadre milieu scolaire. Parce que j'ai envie de dire même Monsieur de Normandie, je le dis ici, un très bon ministre de l'Agriculture, de ce point de vue-là. Éducation du goût des enfants à l'école qui sont les consommateurs de demain, et l'information nécessaire aux consommateurs aujourd'hui, le Nutri-Score en était une. Comment vous expliquez que les lobbies aient encore autant de poids et puissent exercer autant de pression auprès de la classe politique ? L'agroalimentaire, la grosse industrie potentiellement qui est un poids financier certain, on va dire. C'est insupportable. À ce niveau-là, c'est insupportable, Frédéric Espagnac. Oui, mais je pense qu'il y a les deux. Quand vous discutez avec vos collègues parlementaires, qui vous disent quoi? Non, le Nutri-Score, faut faire attention, le Mercosur, faut le signer. Qu'est-ce qui vous donne comme argument? Moi, j'ai envie de dire aux industriels la chose suivante. Ils ont eux aussi un rôle essentiel. Veiller potentiellement. Oui, on ne se passera pas d'eux. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas opposer
toutes les agricultures les unes aux autres. Il y en a qui ont fait des efforts dans l'agro-industrie. Il y en a qui ont fait des efforts. Il y a eu un travail énorme qui a été fait, je le disais tout à l'heure, notamment par rapport aux épisodies qu'on a pu voir et aux commercialisations de produits. Donc moi, je tiens à dire que de ce point de vue-là, tous ceux qui ont ce rapport vertueux d'information à la consommation, à la bonne bouffe, Perico. La bonne alimentation. La bonne alimentation, parce voilà, qu'à un moment donné, je le dis vraiment celle qui défend nos paysans, qui leur permet de vivre. Oui, mais avant je veux la dire, qualité de table. Voilà, et qui est accessible à tous. Et notamment à ceux qui n'ont pas d'argent et qui malheureusement, le 1er, le 2 du mois, les mamans seules avec enfants, elles aussi ont droit de pouvoir manger des produits et de faire manger à leurs enfants des produits de bonne qualité. Oui, mal manger coûte cher et bien manger coûte cher et bien manger ne coûte pas si cher que ça. Bien manger ne coûte pas si cher que ça, il faut évidemment payer nos paysans, mais j'ai envie de dire mal manger coûte cher, je vais vous dire à qui ? Aux Français avec la sécurité sociale. Parce que à la fin, c'est ce qui nous coûtera à tous, parce que justement les maladies qui seront générées, obésité, on le diabète, dit pas assez, cancer. Obésité, diabète, sucre et autres ont des conséquences dévastatrices pour la santé de nos concitoyens, des enfants, des plus âgés, mais aussi sur la sécurité sociale, sur aujourd'hui les conséquences qu'on peut voir à l'hôpital, les nouvelles maladies, le développement du cancer partout. Et donc il faut aujourd'hui prendre conscience de tout ça. Élever un enfant, lui apprendre à bien manger. Et on sait qu'aujourd'hui les enfants sont prescripteurs. Manger dans le et aller voir le paysan du coin, c'est un acte, on l'a dit, citoyen, c'est essentiel. Équation fondamentale. Vous restez avec nous sommes avec Frédérique Espagnac, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, qui défend bec et ongle l'intérêt des paysannes et des paysans français. Vous nous appelez au 0826 300 300 et nous répondrons à vos questions, même les plus audacieuses. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Il est 13h48, vous êtes avec Perico Légas qui reçoit Frédérique Espagnac. Je peux vous dire que le débat est animé, convivial et cordial, mais animé parce que les enjeux sont douloureux, sont sérieux, sont tragiques. Il s'agit de l'avenir de notre agriculture française et de la passivité ou de l'incompétence de la claque politique française depuis 30 ou 40 ans, sauf exception. Frédérique Espagnac, Sud Radio diffuse beaucoup dans les zones de montagne, Pyrénées, Alpes, on diffuse dans toute la France, parce qu'on est reçu dans toute la France, mais les zones de diffusion massive centrale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures prises pour cette agriculture de montagne qui est toujours une agriculture, j'allais dire, de référence? C'est là où on a les paysanneries les plus énergiques. C'est en tout cas un combat, Perico, puisque en agriculture de montagne, il y a notamment une aide, c'est l'ICHN qui vient compenser. C'est quoi ICHN? C'est on va dire un indicateur qui permet potentiellement d'avoir une variable d'ajustement sur les aides PAC, notamment pour compenser, j'ai envie de dire, la difficulté de vivre et d'être un agriculteur en montagne. Parce qu'aujourd'hui, la PAC, elle va surtout vers qui? Je dis pas que c'est mal, mais elle va surtout vers les céréaliers et j'ai dit l'agriculture de plaine. De l'agriculture de plaine, on va l'appeler comme ça. Voilà, donc le plat. Je pense que de ce point de vue-là, il y a. Et vous prenez un peu de hauteur. Vous voulez que ça prenne un peu de hauteur. Oui, en tout cas, on veut préserver cette agriculture-là, dont je rappelle. Aujourd'hui, au lendemain du Covid, on sait à quel point les Français se sont tournés vers la montagne. On sait à quel point ils oublient qu'au quotidien, les hommes qui entretiennent la montagne, ce sont les éleveurs, ce sont les paysans, ce sont potentiellement le pastoralisme. L'agriculture est un paysagiste. L'agriculture est un paysagiste et c'est aussi, contrairement à ce qui est dit, c'est un conservateur de paysage. Un conservateur de paysage et même un conservateur de biodiversité, d'entretien de la biodiversité. Évidemment. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, ces hommes et ces femmes qui vivent dans des conditions qui sont quand même souvent très difficiles, avec le froid, avec la neige, avec évidemment quand vous partez dans les alpages pendant 2 mois, vous quittez votre famille et vous allez faire des fromages et vous allez accompagner votre troupeau. C'est pas simple, et ça peut être caricatural pour certains. C'est la vie au quotidien de ces hommes et ces femmes qui font le choix de vivre sur leur territoire en montagne. Et un patrimoine qui disparaît tout doucement parce que l'époque veut que, évidemment, on arrête le pastoralisme, mais... Oui, mais j'y crois pas à ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que paradoxalement, moi, je vois un regain d'installation de jeunes hommes et femmes. Je le disais tout à l'heure, même de jeunes femmes qui deviennent des bergères. Ça peut paraître surréaliste, mais pourtant, c'est vrai. C'est des choix de vie, des gens même qui ont été des ingénieurs qui quittent tout pour faire ce choix-là du retour à la nature, au sens, mais aussi à l'élevage qui justement est ancré sur le territoire. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'un bureau dans le Cantal, et quand M. Chambon l'abandonnera, nous n'aurons plus de fromage de Salers fabriqué au bureau. C'est le Cantal. Nous n'en sommes pas là, heureusement, dans les Pyrénées, notamment Atlantiques, mais pas que sur la côte des Pyrénées. Donc en Béarn,
j'ai envie de dire, le massif des Pyrénées. Parce qu'il y a un peu de montagne en Béarn aussi, il n'y en a pas qu'au Pays Basque. Il y en a surtout d'abord en Béarn, qui est beaucoup plus haut qu'en montagne, qu'en Pays Basque. Non, juste dire deux choses. L'Association nationale des élus de montagne, l'ANEM, puisque j'en suis secrétaire général, contribuera demain, donc je serai présente demain à l'installation du Conseil national de la montagne. Les deux chambres réunies, sénateurs, enfin tous les parlementaires. Pas que les sénateurs. Le Conseil national de la montagne, c'est des élus, c'est potentiellement des parlementaires, c'est aussi, j'ai envie de dire, des acteurs. Le milieu on a parlé du milieu agricole, du milieu touristique, en fait de tous les acteurs de la société civile qui sont actifs dans le milieu de la montagne. Je rappelle que le gouvernement avait voulu supprimer le Conseil de la montagne. Nous nous sommes battus les uns et les autres pour le maintenir. J'étais même surprise que ce soit François Bayrou qui le propose, puisque lui-même étant élu d'un territoire de mon département, c'était une incongruité. Ça a été rétabli, c'est une bonne chose. Maintenant, demain, ce Conseil national de la montagne, il a un rôle majeur sur justement la préservation de ces territoires. Il se trouve qu'à l'ANEM, nous travaillons maintenant avec Jean-Pierre Vigier, qui en est le président, Xavier Roseraine, qui est le premier vice-président, dans un trio transpartisan, parce que c'est le fonctionnement de cette association, sur l'acte 3 de la montagne. L'acte 3 de la montagne, c'est quoi? C'est un projet de loi justement pour préserver, en tout cas, toutes j'ai envie de dire, les conditions de vie nécessaires. Ça peut aller des services publics pour le lieu, enfin les femmes enceintes qui peuvent vivre aussi en montagne. Ça peut être aussi évidemment pour les producteurs. On l'a dit tout à l'heure. C'est sur tout ce qui est la garantie de la sécurité des biens. Donc initiative très très importante. Initiative très importante. Un texte de loi qui est transpartisan. Et je vais vous dire, Perico, dans la période actuelle, vous le voyez, avoir un texte qui à l'Assemblée nationale sur tous les bancs peut obtenir une majorité. Je crois que le gouvernement serait bien inspiré de s'en occuper. Ça en est un peu inspiré. Frédéric Espagnac, nous avons Catherine qui nous appelle de... Ah pardon, excusez-moi, c'est là. J'ai confondu, c'est la gagnante du jeu. Non, voilà. On continue notre conversation. Rapidement, on est à la fin de l'émission, Frédéric. Je vous fais alors tout à fait un autre sujet. La liquidation de Brandt, ça vous perturbe? Ça m'horrifie. Ça m'horrifie parce que je ne comprends pas comment le gouvernement français n'a pas pu anticiper cette fermeture et en tout cas comment il n'a pas pu l'accompagner. Je suis moi-même rapporteur à la commission des finances du Sénat. Je suis rapporteur ce qu'on appelle la mission économie. Je ne vois actuellement dans ce budget que des coupes sombres sur l'industrie française. Je ne vois que des coupes sombres potentiellement sur tout ce qu'il peut accompagner ce genre de reprise et d'aide à la reprise. Il n'est pas possible en tout cas, et je tiens à rendre hommage notamment au président de région qui, je sais, s'est beaucoup investi pour essayer de sauver en tout cas la fermeture de cette entreprise, en tout cas de l'empêcher. François Bonneau, mais on ne peut pas, ce n'est pas un président de région seul qui peut faire les choses. C'était l'État qui devait être présent et anticiper les choses plus que ça a été fait. C'était des propositions de reprise, c'était des accompagnements des salariés potentiellement. Aujourd'hui, on sait qu'il existe plusieurs possibilités de reprise et si le tribunal de commerce en est arrivé à cette décision, c'est que les solutions n'ont pas été trouvées, mais peut-être aussi que les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens de soutenir une telle marque et j'ai envie de dire autant d'emplois à la clé. Et peut-être que le rêve européen sur ce coup-là n'a pas marché. On pense que la préférence communautaire, au contraire de l'acte unique, aurait pu préserver cette industrie et que l'on n'a pas protégé nos industries européennes, et je parle en général, suffisamment et les soumettre à la concurrence déloyale de produits étrangers qui aujourd'hui les détruisent. Je crois aussi que c'est une question qui doit s'opérer avec les parlementaires européens. Typiquement, ce genre d'exemples doivent générer des prises de conscience, des décisions, des lois au niveau européen pour préserver, en tout cas, pour faire en sorte que ça ne nous arrive plus. Frédéric Espagnac, merci sincèrement du fond du cœur d'être venu. Non, merci à vous, Perico, pour cette invitation. Débattre de ces enjeux importants qui nous tiennent à cœur, qui vous tiennent à cœur. Je sais votre engagement. Je pense que nous aurons certainement l'occasion de nous revoir sur cette antenne pour continuer à discuter. Vous nous apporterez l'énergie qu'il faut pour sauver ce patrimoine précieux à la France, au Béarn et au Pays Basque, que sont nos paysannes et nos paysans, et surtout les aliments prodigieux qu'ils produisent pour nous rassembler autour de la table. Merci Frédéric Espagnac. Merci et bonne fête à tous. Le sapin de Noël Sud Radio. Et on conclut cette belle émission avec le vainqueur, qui est une femme. Mais oui, que j'ai pris pour quelqu'un qui nous appelait dans la passion Bonjour, du débat. Catherine. Catherine qui nous appelle de Montmorency. Est-ce que vous avez des cerises à Montmorency encore, Catherine? Oui, quelques-unes encore. Mais il y en a encore. Bon, ben voyez, Frédéric Espagnac va venir vous voir pour voir si on sauve les cerisiers de Montmorency. Je ne sais pas si on peut mettre des cerises dans le airfryer, mais voilà. Bravo Catherine d'avoir gagné le airfryer crispy de la marque Ninja. Voilà, vous allez pouvoir faire une belle recette pour Noël. Vous saurez vous en servir, Catherine. Il paraît que moi j'en ai pas, il paraît que c'est formidable, on peut tout faire avec. J'essaierai de lire le mode d'emploi. Voilà, bien sûr. Et puis vous nous direz. Vous avez quelqu'un dans votre famille qui sera sensible aux petits plats que vous allez concocter, mitonner?
oui, bien sûr, oui. Mes enfants, toute la famille, oui, Bon. bien sûr. Envoyez-nous une photo d'un plat. Quand vous l'aurez fait, vous nous envoyez une photo et éventuellement on le décrira à l'antenne. On fera un petit top En tout chef cas, à l'antenne. bravo pour ce joli gain et bonne fête de fin d'année, chère Catherine. À très bientôt. Et merci Catherine d'être fidèle à Sud Radio. Si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance, vous écoutez Sud Radio tous les jours, toute la journée. Il y a plein de cadeaux à gagner jusqu'à Noël. Et tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Qui est en mer Noël aujourd'hui. Qui est en mer Noël peut-être, je n'ai pas vu. Allez, très bonne journée à tous sur Sud Radio.